Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Dans un monde en pleine mutation, marqué par plusieurs crises, crise humanitaire et guerre au Moyen-Orient, guerre en Ukraine, guerre commerciale sur fond de taxes américaines, climat ou encore régulation de l'intelligence artificielle, les enjeux du sommet du G7 qui vient de prendre fin étaient multiples. Les dirigeants du G7 ont appelé à la désescalade au Moyen-Orient ainsi qu'un cessez-le-feu à Gaza. Face à ces défis, l'Union européenne tente d'afficher un front uni. L'Europe, à nouveau sous pression face à un Donald Trump qui brandit la menace d'appliquer des taxes commerciales si aucun accord juste n'est conclu d'ici le 9 juillet. On fait le point ce soir avec vous, Amin Karkash. Vous êtes consultant en communication politique et affaires publiques. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Khnilichi et c'est moi qui vous remercie. Alors, je le disais à l'instant, un sommet donc, aux enjeux multiples, plusieurs thématiques abordées, plusieurs défis, plusieurs crises auxquelles on fait aujourd'hui face à un monde en pleine mutation. Et justement, dans ce contexte, si on devait faire le bilan de ce sommet, que d'ailleurs le président américain a quitté prématurément, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, si l'objectif était de créer un front commun et de répondre de façon coordonnée aux différentes menaces et risques stratégiques que pose par exemple la Chine, que posent les conflits au Moyen-Orient, alors c'était un échec. Mais si l'objectif était de faire de la gestion de crise, alors le résultat est plutôt mitigé, je vais dire. Donc d'un côté, il n'y a pas eu de communiqué final qui a été publié. Comme pas de déclaration à l'issue de ce sommet pour le moment. Voilà, parce que traditionnellement, il y a une déclaration commune qui réunit tous les dirigeants autour d'objectifs communs. Ce n'était pas le cas. Donc la présidence du G7, incarnée par le Premier ministre canadien, M. Mark Carney, a plutôt choisi d'y aller avec des thématiques ciblées. Il y a eu des appels. Un appel à un cessez-le-feu à Gaza. Un appel à la désescalade au niveau de la guerre voilà, mais c'était des appels. C'est ce qu'on appelle des communiqués édulcorés où on dit le minimum parce que plus on va dans le détail, plus ça risque de dévoiler des divisions. Alors premièrement, moi je pense que la fracture profonde qui a marqué ce G7, c'est le désaccord justement entre les États-Unis et les autres pays concernant la réponse au conflit russo-ukrainien. D'un côté, M. Trump a rappelé que la Russie devrait être réintégrée dans le G7, mais d'un autre côté, les autres pays ont martelé l'importance de poursuivre la pression sur le Kremlin, d'intensifier la pression, d'intensifier les sanctions afin de faire pression sur Poutine pour qu'il revienne autour de la table de négociation. Des avis donc plus ou moins divisés, on va dire partagés, en ce qui concerne l'Ukraine et aussi le soutien financier à l'Ukraine, ce qui est plus ou moins un échec pour Volodymyr Zelensky qui avait un certain nombre d'attentes tout de même. Ces attentes étaient assez élevées. Il a néanmoins réussi à recueillir le soutien financier du gouvernement canadien. Mais par contre, je crois que son réel objectif était d'avoir un tête-à-tête avec Donald Trump. Mais M. Trump a transformé le G7 en G6. Et c'est ce qui a en fait montré que M. Trump essaie en fait de jouer un peu l'équilibriste entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est une position mitoyenne, mais malheureusement, ça montre aussi l'incapacité de M. Trump à négocier. Et en fait, ça montre plutôt son incapacité à aboutir à des résultats en termes de négociation. Sa volonté d'aller vers la paix peut-être et de ne pas prendre parti, parce qu'on parle de négociation. Trump, quand même, c'est l'une des personnes qui négocie le mieux, on va dire, qui a l'habitude, en tout cas au niveau commercial, mais aussi au niveau politique. Justement, un départ précipité. Vous l'avez dit, on s'est retrouvé avec un G6, un départ dû justement à la situation aujourd'hui en Iran. Donc on est un petit peu dans l'attente de ce qui pourrait se passer. C'est du moins l'interprétation que laisse entendre le camp Trump, parce que M. Trump a toujours, on va dire, jeté un doute sur le multilatéralisme de façon générale, sur le G7 comme front commun concernant, on va dire, la gestion des grands enjeux mondiaux. Donc, moi, je crois que c'est un double message que M. Trump envoie. D'un côté, il montre qu'effectivement, il doit gérer les tensions au sein du Moyen-Orient, notamment le conflit entre la Russie et l'Iran. Mais d'un autre côté, c'est un message qu'il envoie. Et c'est un message qu'il envoie en rappelant que le lien transatlantique
qu'il a contribué à fragiliser, continue en fait à se fragiliser, et ça montre qu'effectivement le front traditionnel qui unissait les États-Unis et l'Union européenne est durablement fragilisé sous Trump. Un front qui n'est plus si uni. La question se pose en ce qui concerne ce que prévoit de faire Donald Trump au niveau justement de ce récent conflit, des derniers événements avec l'Iran. Peut-on s'attendre à un engagement peut-être militaire américain? La porte est ouverte à cela. Alors effectivement, M. Trump a ouvert la voie à une intervention militaire directe des États-Unis. On verra s'il va effectivement s'il va effectivement entraîner les États-Unis dans une escalade militaire dans la région. Alors on le rappelle, M. Trump a été élu sur une base de ne pas entraîner les États-Unis dans une autre aventure militaire, dans un autre bourbier au Moyen-Orient. Une promesse de campagne. Voilà, c'est le slogan même America First. Et America First. Et de mettre en avant les intérêts économiques américains avant exactement. toute autre chose. Au lieu d'investir les ressources et les énergies des États-Unis dans des bourbiers, dans des conflits interminables, M. Trump a promis de réinvestir toutes ces ressources dans la reconstruction de l'industrie manufacturière aux États-Unis. Du moins, c'est ce que ses électeurs au fin fond des États-Unis attendent, parce que ces gens-là ont encore en mémoire les guerres en Irak, en Afghanistan, sous Bush et sous les autres présidents, donc ils ne veulent plus revivre ce cauchemar et ils ont fait confiance à M. Trump. Une intervention militaire, qu'est-ce que ça impliquerait aujourd'hui, si la décision devait se faire? Alors, moi je pense que d'abord l'objectif de M. Trump est de continuer à exercer les pressions sur l'Iran pour qu'il revienne à la table de négociation, parce que c'est ça qui est au cœur de l'enjeu, c'est la négociation de l'accord nucléaire. Alors on le rappelle d'abord, M. Trump, c'est le président des États-Unis qui, lors de son premier mandat, a sorti les États-Unis de l'accord nucléaire avec l'Iran que M. Obama avait réussi à signer. Maintenant, ce que cherche M. Trump à faire, c'est à remettre cet accord sur la table afin d'empêcher l'Iran de développer en fait, de développer éventuellement la bombe nucléaire. Donc c'est ça l'objectif. L'objectif de M. Trump est juste de continuer à mettre le plus de pression possible. Alors le fait qu'il ait ouvert la porte à une intervention militaire, je crois que ça peut être interprété comme un geste, comme une stratégie de pression. Voilà. Mais le problème qui se pose fondamentalement, c'est la divergence entre les objectifs stratégiques de M. Trump et de Benjamin Netanyahou. Pourquoi? Parce que l'objectif de M. Trump est de ramener l'Iran autour de la table de négociation, trouver un accord nucléaire et pacifier la région. Un accord peut-être avec l'Iran sur possiblement. Le nucléaire. Par contre, l'objectif stratégique de M. Benjamin Netanyahou, et c'est là où il diverge avec M. Trump, c'est un changement de régime. C'est vers là que veut se diriger le gouvernement israélien. Et ces deux objectifs sont irréconciliables. Donc on verra si M. Trump en fait, va réussir à faire pression également sur Benjamin Netanyahou afin de le converger vers son objectif. Dans ce contexte, cette conjoncture, l'Europe, elle, qui appelle bien évidemment à l'unité, qui essaie de parler d'une seule voix unie et forte. Il y a Emmanuel Macron qui a fait cette déclaration. Un changement de régime par la force serait une erreur stratégique en Iran. Donc c'est un petit peu la position de l'Europe actuellement. Effectivement, c'est la position de l'Europe. Je crois que l'Europe veut parvenir à un accord nucléaire avec l'Iran afin d'empêcher justement que le conflit s'embrase et se généralise à l'échelle de la région, surtout qu'on le rappelle, le conflit pose d'énormes risques sur les marchés de l'énergie. Parce que si il s'avère que l'Iran ne maîtrise plus en fait sa capacité de riposte via les missiles, elle risque de se tourner vers l'autre option que tout le monde redoute, qui est la fermeture du détroit d'Ormuz et qui risque de peser et d'augmenter en fait les prix du pétrole. Alors, c'est un double tranchant pour l'Iran, parce qu'elle dépend aussi des revenus pétroliers pour financer son économie, mais c'est un risque qui est certes minime aujourd'hui, mais qui est réel, et c'est ce que tout le monde cherche à éviter aujourd'hui. Bah oui, parce que ça pourrait provoquer la future crise économique mondiale, au vu des enjeux, justement. Effectivement, puis peut-être fait important à noter, c'est peut-être un des rares sujets sur lesquels il y a eu plus ou moins on va dire, une position commune entre les différents membres du G7, parce qu'il y a eu une déclaration qui a été envoyée où tout le monde appelle à la désescalade. Mais par contre,
ce que dit le communiqué du G7, c'est clair, c'est que c'est l'Iran qui est responsable de l'instabilité et pas Israël. Donc ça aussi, c'est un signal politique fort qui est envoyé. Un signal fort qu'il faut prendre en compte. L'objectif de nombreux dirigeants lors de ce sommet. Parce que l'objectif, c'est de mettre la pression sur l'Iran, d'où le fait qu'il le mentionne comme étant la source de l'instabilité. Et l'Iran qui a cette arme aussi de négociation entre les mains, celle, vous l'avez dit, du détroit d'Ormuz, qui si elle était bloquée pourrait avoir des répercussions économiques et dramatiques sur l'économie mondiale et donc l'Europe, les États-Unis, l'Afrique, tout le monde serait à ce moment-là concernés. Donc il y avait aussi cet appel à la désescalade au niveau de la guerre commerciale qui se joue aujourd'hui, notamment avec cette date butoir qui arrive du 9 juillet, la date de la fin de la trêve du coup entre les États-Unis et l'Europe, et cet appel aussi du président américain, ou plutôt cette menace qu'il brandit aujourd'hui de remettre sur la table ces taxes commerciales à hauteur de 50%, rappelons-le, s'il n'y a pas d'accord juste selon lui. Alors tout ça est très ironique parce qu'on le rappelle que historiquement, pourquoi le G7 a été créé? Il a été créé pour coordonner les plus grandes économies du monde et créer un forum où elles peuvent peser ensemble sur les décisions. Or aujourd'hui, on a un G7 où la principale puissance mondiale menace ses alliés, impose déjà des tarifs sur l'aluminium, sur l'acier, sur l'automobile à ses plus proches alliés. Et effectivement, donc là, M. Trump essaie de négocier pendant les jours qui restent avant d'éventuellement rétablir les tarifs sur l'Union européenne. Donc, ce qui est en jeu, c'est plusieurs choses. Donc, d'abord, ce qui est en jeu entre les États-Unis et l'Union européenne, c'est la pression que M. Trump exerce pour que l'Union européenne achète plus de matériel de défense, plus de gaz naturel liquéfié, réduise en fait ces tarifs douaniers, ces barrières douanières sur les automobiles qui sont exportées par les États-Unis vers l'Union européenne. Mais en fait, ce qui est... Le mot de la fin pour conclure. Voilà, mais ce qui est en fait le grand absent qui est omniprésent de ce G7, c'est la Chine. Parce que la Chine, de par en fait, sa capacité à manipuler les marchés, que ce soit en termes d'acier et d'aluminium ou concernant les minéraux critiques, en fait, crée un problème pour l'ensemble des économies du G7. Donc, par exemple, concernant les minéraux critiques, elle a fait chuter le prix du cobalt, du lithium, ce qui mène en fait les entreprises automobiles aux États-Unis, en Europe, à cesser leur production. Donc, le G7 est aussi une réponse à la Chine en essayant en fait de créer un marché où ils peuvent s'approvisionner de manière fiable concernant les minéraux rares afin de reconstruire en fait leur indépendance stratégique. Un bloc occidental uni. Voilà. C'est ça. Merci à vous, Monsieur Amin Khalkhal. Je rappelle que vous êtes consultant en communication politique et affaires publiques. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans l'invité de la rédaction ce soir. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.